Magnifique de laideur, à Paris, le 13e arrondissement est un quartier de hangars, de voies ferrées, d'usines désaffectées. C'est pourtant ici qu'un homme a choisi depuis plus de 20 ans de vivre et de travailler dans des studios entièrement aménagés par lui. Cet homme, nous l'appellerons Jean-Pierre Melville. Merci beaucoup. 17h10. Melville range sa voiture devant l'entrée de son studio. Une Ford Mustang munie d'un lecteur de cassettes et des derniers perfectionnements de l'industrie américaine. Le voici, Stetson et trenchcoat. Rien de spécial, Annie? C'est tout? Annie, s'il vous plaît. Oui, je viens tout de suite. Qu'est-ce qu'a dit M. Dorfman? Il m'a dit qu'il vous rappellera. Il ne vient pas? Non, ce n'est pas possible. Merci. Première pause, le businessman. Décor feutré, tout de sobriété ostentatoire, dans les teintes tilleul et tabac. Sur un coin de table, une lampe chinoise évoque le faucon de Malte et, à travers lui, la longue tradition du film noir américain. Rien ici qui ne signale le calme, la méditation et le travail, jusqu'au savant désordre qui règne sur le bureau. Demain, si vous avez une minute, vous serez gentil, vous me mettrez de l'ordre sur mon bureau. Regardez, écoutez. À 53 ans, l'homme que vous avez sous les yeux a réalisé 12 films, dont les plus connus sont évidemment les plus récents. Le Doulos, Le Samouraï, Le Cercle Rouge. En ce moment, il fait semblant de travailler, et dans quelques instants, feignant de l'interrompre, l'intervieweur va lui poser sa première question. Monsieur Melville, vous êtes, je crois, le seul réalisateur français qui est tenu à avoir ses propres studios. Je ne suis pas le premier, j'ai été le seul, mais avant moi, il y a quand même eu Émile Cousinet et Marcel Pagnol. Et il y a eu le dernier, juste avant Pagnol, à abandonner. Lui aussi, ça a été Charlie Chaplin. Car il faut être complètement fou pour avoir ses propres studios. Pourquoi il faut être fou? Il faut être fou pour faire du cinéma, de toute façon. Mais avoir ses propres studios, c'est un souci constant. C'est incontestablement une situation de rêve en même temps qu'une vie de cauchemar. C'est merveilleux parce que j'habitais à l'étage au-dessus et à 3 heures du matin, je descendais sur le plateau, éclairer la scène du lendemain, et je faisais la lumière pour le lendemain, et je faisais la mise en scène du lendemain. J'aimerais que vous nous fassiez un petit peu l'historique de ce studio. Bon, une fois que vous avez pris la décision, en quelque sorte, D'avoir un studio. d'avoir un studio, C'était dans la nuit du 10 au 11 mai 1944 que j'ai vraiment pris la décision d'avoir un studio. J'étais au bord du Garigliano, l'offensive se déclenchait à 11 heures du soir. Feu d'artifice qui a commencé, mortel pour les autres, et qui ne s'est arrêté qu'aux tout petites heures du matin. J'ai eu vraiment le sentiment, d'une part, que la guerre allait finir, mais d'autre part, aussi qu'elle était gagnée. Depuis le début de la guerre, je me suis surpris à faire des projets dans cette nuit-là. Et tout d'un coup, je me suis dit, bon, eh bien, peut-être que je ne serai pas tué, peut-être que la guerre se terminera comme je le crois ce soir. La première chose que je ferai en arrivant à Paris, je chercherai un local pour installer des studios. Et puis, dans ce hall d'usine désaffectée, j'ai commencé petit à petit d'installer les structures d'un studio. Et j'y suis arrivé dans beaucoup d'années. Et enfin, 56, c'était un studio, un vrai. Et puis, un beau jour,
un beau jour, tout a brûlé. Pendant un an, je n'ai pas pu remettre les pieds ici. Et puis, très exactement un an, jour pour jour après, je me suis dit, c'est trop bête. Je n'ai pas à avoir peur des ruines, je vais y aller. Et puis, j'ai fait commencer à reconstruire, à mettre hors d'eau, comme on dit. Alors ici, ça n'en a pas encore l'air, mais ce sera une salle de projection. C'était le plateau A, avant. Là, l'écran pour 4 formats, scope, 1,85, 1,66, 1,33. Alors cette belle composition abstraite, c'est l'incendie qui l'a faite. Et je pense que Cocteau aurait trouvé ça très beau. C'est pas du tout par hasard que je parle de Cocteau, c'est parce qu'à cet endroit précis, en 1949, j'avais un tout petit plateau, un petit auditorium, dans lequel j'avais tourné une grande partie des Enfants terribles. Et je me souviens d'un jour où j'ai fait courir Cocteau ici autour du micro avant d'enregistrer son cœur. Le cœur qu'on entend à un moment donné battre dans la poitrine d'Édouard Lhermitte dans Les Enfants terribles. Allez-y, chargez-le moi. Deuxième pause, le manuel. Le montage, dit Melville, est après l'écriture le second moment fort de la réalisation d'un film. Là, le son est meilleur. On va écouter que celui-là, on va pas écouter l'autre. Non, non. C'est magnétique. Qu'est-ce qu'il y a eu là à gauche? Senti vous a dit? Je vous ai dit que les deux moments majeurs de la réalisation d'un film, pour moi, sont d'abord l'écriture seule, dans ma chambre, et puis ensuite le montage. Alors le montage avec les monteuses, et puis aussi le montage seul. C'est-à-dire le montage la nuit aussi. Autrement dit, les moments forts, comme nous les avons appelés, Oui. ce sont les moments de solitude vis-à-vis de ce que vous avez fait. Absolument. Alors ici, tout seul, la nuit, chez moi, c'est formidable. Il n'y a pas de coup de téléphone, il n'y a pas de visite, il n'y a personne. Bon, imaginez ce que ça peut donner, ça dans la nuit. Tilly, à 1 heure de voiture de Paris.
J'aime beaucoup les grands espaces. C'est très difficile de trouver, dans l'Île-de-France, enfin dans la banlieue lointaine de Paris, des endroits qui donnent le sentiment de l'immensité. Et après avoir visité 115 maisons exactement en 3 mois, j'ai trouvé celle-là qui n'était pas belle, qui est une petite villa au bord de la mer, sans mer, mais avec ça, avec plus de 220 degrés, sans rien que le ciel et la ligne d'horizon. L'espace, l'éloignement, un paysage de western. Le décor est planté pour la 3e pose, celle du grand solitaire qui écarte les honneurs. Alors voilà, le calme, la solitude, bien sûr, pour travailler, pour écrire. C'est ma 2e chambre, ça. Alors, ce que j'aime aussi, surtout, beaucoup, bien sûr, c'est l'obscurité. Parce que si je commence à écrire la nuit, il ne faut pas que je sois tout d'un coup distrait par le soleil, par le jour qui se lève. Alors, j'ai inventé ce système de volets. Je ne l'ai pas fait breveter, mais je l'ai inventé. Qui fait que je suis vraiment dans le noir absolu quand j'écris dans la journée et que je ne veux pas dormir ni me reposer parce que j'ai commencé quelque chose que je veux finir. Alors, comme ça, je suis vraiment dans le noir absolu et je peux écrire. Bien sûr, il y a un autre système aussi pour être dans le noir absolu. C'est pas tellement facile pour écrire. C'est ça. Paris, 7 heures du soir. Quelques heures plus tard. Tandis que la ville dort, Melville tient la pause. Hier soir, il a dîné dans un restaurant chinois. Un vrai, comme le tapis qui est sous ses pieds. Vous remarquerez le confort de la robe de chambre. De chez Campigny. Il est près de 3 heures du matin. Jean-Pierre Melville, il est près de 3 heures du matin. Nous sommes chez vous, nous vous voyons travailler la nuit. Est-ce que c'est un goût particulier pour la nuit, ou bien est-ce que vous ne pouvez pas travailler le jour? Je ne peux pas travailler dans la journée, je ne peux pas écrire dans la journée. Je ne suis jamais arrivé de ma vie entière à écrire dans la journée. Je prends quelquefois des notes, mais si je veux, par exemple, écrire une continuité, ce qui est bien entendu ce que j'essaye de faire depuis 25 ans, je suis obligé de me concentrer, de retrouver une attitude fétale dans un milieu bien fermé, bien obscur, bien à moi tout seul. Et pour ça, il n'y a vraiment que sa chambre, avec des doubles fenêtres, des rideaux épais, des persiennes. En plus, bien entendu, il y avait mon goût pour le noctambulisme, qui tout d'un coup a été converti aux alentours de la fin de l'année 1956 dans un noctambulisme de chambre. C'est-à-dire que je n'avais plus du tout ni besoin ni envie de sortir, ni de me retrouver jamais dans des endroits de nuit. Et pourtant, ça complète bien votre goût. Par exemple,
du cinéma américain. Car le cinéma américain, qu'est-ce que c'est? C'est la nuit, les films noirs, New York, la nuit, etc. Et c'est la campagne, l'Ouest. Sûrement. Sûrement, regardez comme par exemple Asphalt Jungle de John Huston réunit les deux. Quatre heures. Intarissable, Melville parle toujours. Mais tout d'un coup, la Warner avait un style parce que James Cagney, Pat O'Brien, George Brent, Alan Jenkins, dans un film, ça faisait le style d'un film. C'était new-yorkais, c'était distingué grâce à George Brent, c'était tendre ou pathétique grâce à Pat O'Brien, c'était brutal et un peu canaille grâce à James Cagney, c'était drôle grâce à Hugh Gerbert ou à Frank McHugh, c'était irlandais grâce à Alan Jenkins, etc. Et je ne sais pas pourquoi, je trouvais que les films de la Warner étaient plus près de moi. Je suis un enfant du 9e arrondissement, enfin je suis originaire d'Alsace, mais je suis né dans le 9e arrondissement. Et Cinq heures. Le jour se lève. Fidèle à ses personnages, Melville l'insomniaque, ne s'est pas couché. Dans quelques instants, il va interpréter pour nous sa scène favorite, celle d'un homme qui rêve de l'Amérique et de son cinéma. alors j'ai essayé d'analyser les raisons qui avaient fait de Deux hommes dans Manhattan un cassage de gueule, et j'ai fait une sorte de liste des choses qu'il ne faut pas faire. On ne peut jamais connaître la recette vraie et positive, mais on peut arriver à dresser une liste des choses qu'il ne faut en tout cas pas faire. Et alors, quelle était cette liste, enfin, grosso modo? Bon, alors d'abord, la flânerie, les deux personnages baladeurs dont vous avez parlé vous-même. La quête, le principe de la quête, ça ne tient le coup que très rarement, et encore faut-il qu'au bout de la quête, il y ait quelque chose de formidable. Or là, c'était pas formidable au bout de la quête, bien sûr. On trouvait l'homme qui avait disparu, on connaissait sa raison, qui était une raison extrêmement sordide de sa disparition. Et puis bon, au travers de quelques personnages pittoresques et de quelques décors pittoresques de New York nocturne, on faisait une balade. Il faut pas se balader dans un film, c'est défendu. Ça, je crois que c'est défendu. Alors depuis, je me balade plus. Parmi les choses que vous vous êtes juré de ne pas refaire, est-ce que ce n'est pas aussi un film sans vedette? Ah non, je crois au film. Je crois au film sans vedette. Je crois absolument qu'on peut faire un film sans vedette qui marche. Oh non, ouais, ça serait abominable alors. Si je pensais qu'on ne peut faire que des films avec vedette, non. C'est pas du tout pour ça que je fais des films avec vedette. Je vous assure que j'ai toujours voulu faire des films avec vedette, même à l'époque où je faisais des films sans vedette. Mais que ça n'était pas possible à cette époque-là. Si j'ai choisi Jean-Paul Belmondo, c'est tout simplement parce que c'était le seul qui, en 1961, était mon Léon Morin prêtre. Mais pas pour une autre raison, et pas du tout pour une raison de vedette, je vous le promets. Mais le risque est plus grand tout de même. Parce que si vous avez décidé tout à coup de vous lancer... Non, je veux pas que vous me disiez ça, parce que vous avez l'air de dire que c'est par sécurité personnelle que je prends des stars. C'est complètement faux. Non, je dis pas sécurité personnelle, je dis pour rendre efficace votre cinéma. Ah oui, ça je veux bien. Disons que mon cinéma est meilleur avec des stars que sans stars. Ça, je le crois. Regardez bien cette scène de l'Armée des Ombres. Lino Ventura va jeter un dernier coup d'œil à la chambre qu'il doit quitter. Voici maintenant la même scène, mais avec Alain Delon dans Le Samouraï. Tout y est. Le chapeau, le regard.
Est-ce que lorsque vous découpez un film, ou alors à ce moment où vous tournez les plans, est-ce que vous ne vous dites pas tout à coup, mais c'est exactement le plan que j'ai fait dans tel film? Tout le temps. Tout le temps. Mais est-ce que l'écrivain n'est pas obligé de se dire aussi tout le temps, mais cette phrase-là, je l'ai déjà écrite. Le nom n'était pas le même, le verbe n'était pas le même et le complément direct ou le complément indirect n'était pas le même, mais cette phrase-là, je l'ai déjà écrite. Ça arrive obligatoirement tout le temps. Il est certain qu'il y a des plans qui reviennent toujours dans mes films, c'est l'espèce d'examen qu'un personnage se fait subir à lui-même en se regardant dans la glace. Et puis aussi un autre plan qui revient souvent, c'est le plan de l'homme qui quitte sa chambre ou sa maison ou son appartement en pensant qu'il n'y reviendra plus jamais. Souvent dans mes films, bon, bien sûr, quand Bob regarde sa maison pour la dernière fois avant de refermer la porte, quand le samouraï regarde sa chambre une dernière fois et son oiseau avant de refermer la porte, etc., je le refais tout le temps. Au moment où je l'écris, je me dis pas obligatoirement, tiens, je l'ai déjà fait. C'est surtout au moment où je le vois en rush. Vous savez, le début d'un western, c'est toujours la même chose. C'est un cavalier solitaire sur un cheval qui traverse l'écran en scope ou pas en scope pendant le générique, en dessous du générique, ou bien une diligence. Puis tout d'un coup, le cheval et le cavalier ou la diligence et les passagers de la diligence s'arrêtent dans un village, descendent, il y a une étape, il y a un saloon à côté, puis ça commence comme ça. Et on est content que ça commence comme ça, et on a envie que les westerns commencent toujours comme ça. On a envie que les films policiers commencent aussi toujours de la même façon, d'une certaine manière. À cet égard, j'essaye d'être le plus conventionnel possible. C'est-à-dire que, par exemple, pour le Cercle Rouge, j'ai essayé de prendre des situations conventionnelles et puis de les transcender et d'essayer de les traiter d'une façon telle que les gens sont contents que ça commence comme ça et que ce soit comme ça, et qui fait les asseoir mieux dans leur fauteuil. Ils prennent leur assiette, ils sont contents. Dans le contexte de la vie européenne ou française, c'est un petit peu difficile de faire du cinéma américain. C'est pour ça que je me défends bien de faire du cinéma américain. Ne pensez pas une seconde que j'essaye de faire du cinéma américain en France. Je sais très bien que je suis obligé de plier toutes les thématiques américaines à l'exigence du spectateur européen et du spectateur français. C'est-à-dire que j'interprète les grands thèmes américains à ma façon et je les fais avaler par le spectateur français. Je ne fais pas de cinéma américain du tout. Et vous en aurez peut-être la preuve un jour si, comme je l'espère quand même, je tente une fois, ne serait-ce que pour voir une expérience américaine, c'est-à-dire faire un film américain. Là, je me déguiserai en cinéaste américain. Et tandis que l'intervieweur, devant la table de mixage, achève d'écrire les ultimes lignes de son commentaire, Melville prend sa dernière pause. Il faut, déclare-t-il, très immodestement, recréer un monde à sa propre image intérieure et en faire un système. Mon univers personnel est un univers réel dans lequel entre quand même, pour partie, un élément de spectacle. Puisque mes murs, mes meubles et mon cadre, c'est ce que j'aime regarder. À partir du moment où je regarde, ce que je vois, c'est du spectacle. Même si c'est immobile, même s'il n'y a pas d'auteur. Mais j'ai choisi des meubles, j'ai choisi des couleurs de murs, j'ai choisi des objets. Alors cet univers réel est à l'origine de mon univers irréel dans mes films, puisque, et je ne le fais jamais exprès, on me le fait remarquer, on retrouve tellement souvent des éléments de décor sur mes plateaux, sur mes décors de films, qui existent chez moi à l'état d'embryon, quelquefois, ou à l'état d'intention. Bon, par exemple, ce bureau-là, je sais très bien que sans l'avoir voulu, sans l'avoir fait vraiment exprès, ressemble à un décor qui est le décor de l'inspecteur général des services de la police dans le Cercle Rouge. Univers de fantasmes où notre auteur multiplie les masques, les déguisements.
Et derrière la façade de la rue Génère, dans le silence assourdissant de la gloire, l'homme qui a choisi de s'appeler Melville a mis au point son image de marque. Les lunettes noires, le Stetson, le trench coat, Le nom, le faux-nez moral que l'on porte toujours, et peut-être même, j'en suis pas sûr quand je vous le dis, mais enfin peut-être même, ces lunettes, c'est le masque, l'espèce de cuirasse, l'espèce de bouclier du créateur. Mais je crois que la seule solution possible, je vais y revenir, oui, je crois que c'est celle-là quand même.